Muy buenas tardes tengan en España, muy buenos días tengan en América. Muy valiosa. Así es de que yo en este libro en especial me siento como muy contenta porque la calidad es magnífica, como ha venido saliendo desde que publicamos el de Bullying, pero además porque los textos son textos muy importantes para la vida actual porque gran parte de la problemática del ser humano radica en los celos y radica en la envidia. Ustedes miren cómo a nivel de la clínica psicoanalítica, si lo observamos, la verdad es de que los pacientes se pueden posicionar o en el lugar de Abel, o en el lugar de Caín, o en el lugar del envidiado, o en el lugar del envidioso, o en el lugar del que es celado, o en el lugar del celoso, en el lugar del acosado, o en el lugar del acosador. Y esto es muy importante para entender cuál ha sido la posición infantil del paciente que estamos teniendo en la clínica y cuáles son sus posiciones en relación precisamente a los celos. A mí el texto de Manuel Constantopoulos me gustó muchísimo porque nos pone en contacto con Aracné, que como ustedes saben es la araña, y es una historia preciosa la que nos trae él para recordarnos la problemática desde la posición femenina, que precisamente tiene que ver con los celos. Fíjense, hoy en día yo podría decir que así como Freud comentaba sobre el penis nei como una envidia del pene y que sigue vigente porque es verdad que sigue habiendo a nivel psíquico algo del orden de envidiar el pene, de envidiar el falo, de la competencia que se establece entre hombres y mujeres, aun cuando ahora hay tanta diversidad y tenemos otro mundo diferente del mundo de Freud o del mundo de Lacan. De todas maneras, hay mucho de la teoría que ellos planteaban y que ellos observaban que sigue vigente. Pero yo diría que también hoy en día, cada vez más, hay lo que podemos llamar la envidia femenina. Así como está la envidia del pene, podríamos hablar de la envidia de la vagina, la envidia de lo femenino, lo enigmático de lo femenino. Y hoy en día, con esta diversidad, con esta problemática importante sobre los géneros, como tantos hombres, nacidos hombres en posición masculina, están buscando ir a la posición femenina, intentar descifrar el enigma femenino. Y muchos de ellos, al no tener el cuerpo femenino, crean celos y envidia hacia esto femenino que no les llegó de naturaleza. Creo que es muy importante visualizar cuando escuchamos en la clínica psicoanalítica a los analizantes que de pronto te dicen que envidia ser mujer, que envidia haber nacido con cuerpo femenino. Y creo que es algo que tiene que ver con la clínica actual y que es muy importante tenerlo en cuenta. El texto de Manuel Constantopoulos se llama Celos y Tonos y hay mucho que vamos a poder analizar, visualizar de lo que él ha escrito, porque personalmente me parece verdaderamente un texto fantástico. Como ustedes saben, Manuel Constantopoulos es miembro de honor del Lapsus de Toledo, España. Es un amigo mío muy cercano y lo quiero muchísimo. Nos hemos visto en Grecia cuando nos fuimos de crucero y lo vimos allí en Atenas y fue maravilloso, comimos con él, pero él también ha venido en varias ocasiones a España, ha estado con nosotros, hemos comido, hemos cenado, hemos compartido, hemos hablado de trabajo, hemos hecho un vínculo muy importante. Y yo me siento muy honrada de tenerlo esta tarde con nosotros y es realmente un honor enorme. Él es, como todos saben, también miembro de CRIBA, él es muy cercano a Claire Gilly, trabaja mucho la voz, es un gran lector de Paul Laurent Azul, y bueno, es psicoanalista en Grecia y tiene allí su grupo que se llama ECEPA y con quien hemos también trabajado en varias ocasiones.
Él nos va a hablar en francés, yo tengo la traducción en español, así que le voy a dar la palabra primeramente a él, agradeciéndole con todo corazón que esté aquí. Cher Emmanuel, on est là pour te remercier ta présence, pour dire que je suis très contente d'être ton amie. Et je me considère une amie très proche. J'étais avec toi à Athènes, on a mangé ensemble, on a été très contente. Je veux dire que j'ai adoré Grecia, j'ai adoré Athènes. C'est magnifique. J'espère de tout cœur pouvoir travailler avec toi un jour là-bas. Tu as été aussi à Toledo avec nous, avec les Mexicains, on est été ensemble, on a beaucoup travaillé et tu vas venir aussi en décembre de cette année et on est honoré de te pouvoir accueillir et de pouvoir être avec toi. Et j'adorais surtout de ton texte cette histoire d'Arachné. Je trouve magnifique parce que, comme je disais, c'était une question de la jalousie féminine. Et je disais que c'est vrai que dans l'époque de Freud, on avait été touché pour la phrase de envie du pénis, mais j'ai dit que dans ce monde actuel, on peut aussi se demander, s'interroger sur la question de la jalousie de la vagine, c'est-à-dire que dans tout ce collectif de l'LGTB, il y a des patients qui viennent à l'analyse en disant j'ai la jalousie de ne pouvoir avoir un corps féminin, j'ai la jalousie de ne pouvoir avoir une vagine à la place d'un pénis. Donc c'est vrai que la féminité, c'est aussi quelque chose que beaucoup de monde a de la jalousie, surtout les femmes qui peuvent importer cette question de la féminité. Donc, c'est vraiment important ton texte et je vais ouvrir la page parce que je vais partager à l'écran. Tu vas parler en français, mais si tu veux dire quelque chose avant, on est là pour te remercier. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Voilà, c'est moi qui vous remercie énormément. Toi, encore une fois, Christine, c'est-à-dire que je t'attendais avec une joie énorme. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de choses et on a beaucoup de choses à faire. Alors, je l'espère de tout mon cœur. Hein. De l'autre côté, il faut dire qu'avec l'AT, je me sens, je le dis toujours à chaque fois, hein, c'est-à-dire qu'avec l'AT, je me sens dans chez moi. Vous êtes une famille pour moi, une famille psychanalytique, voilà, pour le dire comme ça. Donc, il y a du désir toujours. Et j'ai un grand plaisir à chaque fois d'écrire pour les thématiques que vous choisissez. Voilà. Donc. Voy a traducir lo que ha dicho Manuel, que él nos agradece a todo el equipo de LATE, que él se siente muy contento trabajando con nosotros porque se siente en casa, en familia. Como él diría, la familia, una familia analítica, y que él está pues muy contento de estar aquí y que quiere seguir trabajando con nosotros. Además decirles, que ya muchos lo saben, pero comentarles nuevamente que en diciembre de este año ya tenemos fecha para el día 19 de diciembre. Estamos esperando a Emmanuel, entre otros colegas, para presentar el libro que va a ser el de Pulsión, porque es el que va a salir en septiembre. Y Emmanuel va a venir, así es de que yo estoy encantada de saber que este año lo vamos a volver a ver y vamos a poder tener la oportunidad de trabajar con él y con algunas colegas griegas, como es Agape Romiu y Giovanna de Sada. On commence alors. Je vais commencer par le texte et après on va passer à des détails, discussions, commentaires, etc. Donc voilà. Pour parler de Zélos et Phtonos, une collègue très chère, grecque, Amalia Tsalaiki, m'a proposé de choisir le mythe d'Arachné. Arachné. Un mythe grec très célèbre qui met au centre une thématique aussi célèbre pour la mythologie, celle du rapport des mortels avec les immortels, celle du rapport des hommes avec les dieux. Je pourrais dire que cette thématique du rapport entre les dieux et les hommes devient la matrice de pensée
pour ce que j'appellerais l'envers de la création. Cet envers de la création pose, tout au moins, la question: est-ce Dieu qui a créé l'homme ou c'est l'homme lui-même qui, diachroniquement, projette son envers idéal et idéalisé? Bien sûr, la mythologie, la religion et la science ne répondent pas à l'existentialisme de cette question de la même façon. Mais ce n'est pas ici que je tenterai de toucher cette thématique. Ici, je tente de présenter le désignifiant, Zélos et Phonos, comme de vases communicants métaphoriques et métonymiques des différents visées d'un autre à l'autre. Pour faire une référence, pour parler d'une référence lacanienne, du séminaire d'un autre à l'autre. Dans les mythes choisis, alors, et d'une certaine façon, la place de l'autre est occupée par Arachné, et la place du grand autre est occupée par la déesse Athéna. Arachné était une jeune femme issue d'une famille modeste qui avait un don incomparable dans l'art du tissage. Elle avait tant d'habileté, tant de finesse, que toutes ses créations étaient de pures merveilles. Sa réputation ne tarda pas à faire le tour du pays. Tout le monde pensait qu'elle était l'élève d'Athéna, mais la jeune femme niait ses propos. Puis même, elle demandait en quoi pouvait-elle être l'élève de la déesse, alors qu'elle était persuadée d'être meilleure qu'elle. Irritée, Athéna ne tarda pas à faire son apparition devant Arachné et de la mettre au défi. Très vite, un concours s'organisa entre les deux femmes. Toute la ville avait accouru pour voir le spectacle. Alors, chacune de leur côté, elles commencèrent à tisser avec la plus grande concentration. Avec l'aide de Dieu, Athéna tissa une magnifique toile avec des fils d'or et pourpre, représentant la scène de son combat et sa victoire contre le dieu Poséidon. Puis, tout autour de sa toile, elle y inscrivit des avertissements concernant la vanité des mortels. La toile était merveilleuse, époustouflante pour Athéna, la victoire était évidente. Mais à côté, Arachné fit un travail plus que remarquable. Sa toile était à l'image de son orgueil et de son insolence envers le dieu. Elle représentait Zeus et ses nombreuses conquêtes, où celui-ci avait dû prendre la forme de plusieurs animaux afin de séduire ses amants. Ainsi on dit le dieu sous forme de taureau, de cygne, de pluie, de vent. La toile était tellement magnifique que tous les regards se portaient sur elle, oubliant totalement l'œuvre d'Athéna. Il fallait se rendre à l'évidence, la plus grande tisseuse de tout le temps était une mortelle et c'était Arachné. Folle de rage par une telle insulte envers le dieu des dieux et un si beau travail, Athéna se précipita sur la toile et commença à l'arracher, la réduisant en 1000 lambeaux. Puis elle frappa de son épée Arachné devant toute la population. Humiliée, la jeune tisseuse se réfugia en courant dans sa chambre où elle s'enferma à double tour. Elle prit une longue ficelle, la noua autour de son cou et se pendit. Quand Athéna vit le corps suspendu et inanimé de sa rivale, elle eut pitié. Elle lui redonna aussi la vie, mais lui dit: Vie, mais reste suspendue, misérable. Si tu prétends être si doué pour le tissage, alors tu tisseras toute ta vie. Puis elle métamorphosa Arachné en araignée. C'est ainsi que la jeune femme devint la mère de toutes les araignées qui tissent leur toile jusqu'à dans nos maisons. J'espère tout au moins, via la présentation de ce mythe dans mon article, de faire changer votre regard vis-à-vis des araignées. Un regard antiphobique, voire sympathique pour l'araignée qui tisse, comme l'homme le fait depuis toujours, sa propre toile, l'objet de ses pulsions les plus talentueuses destinées à tomber inlassablement sur la rage ou la pitié des dieux qui condamnent l'être humain à la misère ou à un désir suspendu. Ainsi, Zélos et Phonos devient des signifiants piliers qui fondent le trait unaire nécessaire pour que Dieu, le grand autre divin,
devient un lieu d'être pour l'homme. L'originalité de ce penser Dieu, l'originalité de la conception du grand ordre divin comme sujet, concerne surtout la place de Dieu dans la mythologie grecque, sans doute la place de Dieu dans la philosophie grecque, et comme le pointe Paul Laurent Soun, la place de Dieu dans la théologie juive, et je pense aussi la place de Dieu dans l'approche chrétienne des proto-orthodoxes. Il s'agit de Dieu comme l'un divin. Il s'agit de Dieu comme sujet divin que l'homme désillustre, représente quand il désire de fonder la parole comme lieu de prise en charge de la tyché. La tyché peut être traduite par le hasard qui dynamiquement renvoie au chaos, mais aussi par la chance qui dynamiquement renvoie à l'espoir. On peut entendre zélos comme le mot dans lequel accouche le désir. Επιθυμία, επί του θυμού, surtimos, surtimus, et phonos, comme le mot dans lequel accouche la nocivité, la jalousie de Dieu pour les mortels. Et c'est ici qu'on pourrait vraiment remarquer que c'est tout au moins bizarre, voire nocif, que le Dieu immortel soit jaloux de l'homme mortel. Mais c'est exactement via ces deux signifiants zélos et phonos, dans la mythologie, dans la philosophie, dans la religion ou dans la science, où le Dieu, c'est lui qui, projeté par l'homme, se prend pour le seul Dieu de l'homme, le Dieu unique, soit immortellement jaloux de la mortalité de l'homme. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est un morceau de Bible. Mais de quoi le Dieu jaloux, que ce soit Athéna de la mythologie grecque ou le Dieu du Juif, est-il vraiment jaloux? De ne pas faire un tout seul, mais de faire un dans le désir de l'homme, de faire un dans deux. Il s'agit d'une projection magistrale de l'homme, de la civilisation, de créer un Dieu créateur, un double qui soit en même temps sujet et idéal, une projection surmoïque, despotique, tyrannique, absolue. L'homme n'arrêtera jamais de projeter son double créateur et destructeur, créateur ou destructeur, voire aujourd'hui l'intelligence artificielle, comme une création de l'homme qui créa l'homme, le nouvel homme. Par contre, pour que l'homme tienne à ce défi, il lui faut zélos et phonos, la jalousie et la nocivité, dans un cycle viscéral qui rejoue éternellement le jouir de l'effet du double homme-dieu, créateur-destructeur. Il y a un effet, l'homme dans l'homme et vice-versa. L'homme, le petit homme, dans le grand homme et vice-versa. Voilà donc pourquoi, dans notre mythe, Athéna et Araignée passent successivement par l'humain, par le divin, par la métamorphose du divin comme humain, par le mortel, par le réanimat, pour nous faire entendre peut laisser un sujet en dehors d'une punition, en dehors d'un mouvement compulsif destiné au bien. Pourquoi? Dans quelle logique? La logique serait d'une façon celle de l'échange historique d'Einstein avec Freud, donc pourquoi la guerre? Parce que Phonos, la nocivité, la guerre, devient le médiateur, le défenseur, mais aussi le destructeur de la jalousie, du zélos, du désir, quand ce dernier éprouve l'exigence de dépasser le divin comme l'un dans deux, le Dieu comme sujet et l'homme comme créateur et création. Il s'agit purement d'une relation entre Eros et Thanatos qui nous explique via le duo Zélos-Phonos ce que Lacan a énoncé au cours de l'année 1959 dans son séminaire 6, Le désir et son interprétation, qu'il n'y a pas du grand autre du grand autre, il n'y a pas d'autre de l'autre, ou que l'autre, le grand autre, s'absente de sa garantie même. Voilà. Bien. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour ces lectures de Celos et Phonos, que je trouve magnifiques. Vamos a ver si alguien quiere comentar algo de
que lo que acaba de leer Emmanuel de su texto. A mí me ha parecido magnífico y creo que podemos comentar un poquito alrededor de esta lectura. Así que si alguien quiere comentar algo, por favor, abre el micrófono o me dice para que le demos la palabra. Adelante, Hola, querida buenos días. Paola. Bueno, ya tengo el libro aquí, entonces ya pude leer el artículo aquí en el libro y entonces me parece magnífico el cierre del artículo. Se ausenta de la garantía del otro. Esta frase se me hace muy contundente y poco estudiada en el psicoanálisis. No sé si pudiera él ampliar un poco más esta parte, porque me parece que tiene relación con lo del super yo y bueno, pues sí, esto de que no hay otro del otro, ¿no? Pero ¿qué más podría decir? Porque de hecho la vez pasada nos había dicho que su tesis era sobre el super yo, ¿no? Entonces seguramente tiene muchas cosas que decir al respecto. Claro Gracias. que sí. Además también me viene un poco a la mente esto que ha puesto justamente él en el texto, que a mí me llamó mucho la atención también, donde dice que hay unos celos del Dios de la mortalidad del hombre. Esta parte me parece importante un poco en esto que hablas de la garantía del otro. Emmanuel comenta que si hubiera este Dios, hubiera este gran otro, ¿de qué podría tener Dios celos del hombre? Y esto es un poco lo que creo que lo podemos articular con estas cuestiones precisamente del super yo y del otro, porque al final de cuentas, recuerden ustedes que Lacan lo que decía era, no es que Dios ha muerto como el Dios de Nietzsche, sino que Dios es inconsciente. Entonces hay algo de ese orden que yo creo que podemos preguntarle a Manuel a ver qué nos comenta. Bon, cher Manuel, Paola a dit qu'elle a déjà les livres chez elle à Mexico, qu'elle a pu lire tous les textes et qu'elle pense que c'est très intéressant la part où tu dis cette question de la garantie, là où tu finis les textes, la garantie. Parce qu'il y a, dans le séminaire de Lacan, il y a ça qu'on dit de grand autre à l'autre, mais aussi tu dis dans les textes, c'est question de s'il y a quelque chose de laquelle Dieu doit être jaloux de l'homme. Alors tout ce que dit, c'est que c'est de la mortalité de l'homme. Mais je dis que à la place de les vieux et mortes de Nietzsche, il y a les vieux et inconscientes de Lacan. Donc pour Paola, il y a quelque chose de pouvoir faire un lien entre cette question de la garantie et les super-moi, les sur-moi. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors oui, tout d'abord, le surmoi dans Freud et dans la deuxième topique, surtout, prend une ampleur, comment dire, c'est le surmoi dans la deuxième topique par rapport à la première topique n'a rien à faire avec le préconscient. C'est-à-dire le préconscient et le surmoi sont vraiment des instances psychiques trop différentes. Pourquoi? Parce que justement, Freud introduit, avec la deuxième topique et le surmoi, toute la question de la garantie. C'est-à-dire que de quoi le surmoi est l'agent de telle ou telle garantie. Et c'est vrai que dans Lacan, prend la question du grand autre, puisque il faut toujours avoir en tête que le grand autre, comme on le dit, est une instance psychique chez Lacan. Il y a aussi l'imaginaire, le réel et le symbolique, mais sont des sous-instances, d'une certaine manière. Sont de, comment dire, des topos. Registre. Oui, registre, topos de l'instance psychique. Mais l'instance psychique lacanienne, c'est le grand autre.
Je me souviens d'André Green, bon, il était très lacanien à sa jeunesse, mais après, il n'était pas du tout lacanien. Il est devenu Ouais, ennemi de Lacan, mais il connaissait très bien, par contre, comment dire, les notions. Et donc, lui, il disait que le surmoi avec les grands autres n'ont aucune différence. les surmois avec quoi? Les grands, ils n'ont aucune différence. Bon, pour moi, il y a une différence déjà, puisque je ne dirai jamais qu'une notion que quelqu'un invente, comme a fait Lacan, est la même avec celle de Freud. Donc, il y a une différente nomination, il y a de différentes lettres, donc c'est une notion différente. Maintenant, qu'est-ce qu'apporte Lacan? Et c'est là où je crois que c'est toujours difficile comment dire, de passer de Lacan, mais ici, en passant du surmoi au grand autre, ce qu'on gagne, c'est peut-être une image plus claire de ces rapports garantis ou pas garantis entre Dieu et homme. C'est-à-dire que dans le rapport surmoïque de l'homme avec son Dieu et de Dieu avec son homme, c'est-à-dire qui est le créateur de qui? Moi, pour moi, c'est le premier contraste de la sexualité. C'est-à-dire le sexe et toutes les questions qu'on peut se poser dans l'après-coup, quand l'ère première matérielle de cette question, est-ce que c'est l'homme qui a créé le Dieu ou Dieu l'homme? Pourquoi je dis ça? Puisque la sexualité, dans la façon qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui, a un élément, comment dire, sans cet élément, on ne peut pas avoir de la sexualité. C'est quoi cet élément? C'est la culpabilité. C'est-à-dire que la sexualité jusqu'à aujourd'hui ne peut pas faire sans ce signifiant qui s'appelle culpabilité. Et la culpabilité s'ordonne tout d'abord dans ce rapport homme-Dieu, Dieu-homme. C'est pour ça que je dis que le tout premier matériel de la sexualité, on le trouve là, avant même le sexe. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis que entre Nietzsche et Lacan, dans le champ de l'inconscient, c'est-à-dire que dans l'inconscient structuré comme un langage, qu'est-ce qu'on essaye de faire? De prendre différentes positions par rapport à ces garanties. C'est-à-dire que chaque autre trouve dans le grand autre sa garantie. Ou pas. Donc c'est pour je ça vais que... traduire jusqu'ici. Ok. On va voir. Emmanuel a dit que, que esta cuestión de la garantía es muy importante, que apunta Paola, porque precisamente él ha podido estudiar en la segunda tópica de Freud, es en donde Freud va a hablar del superyo y va a tratar de hacer una diferencia entre el superyo y el gran otro, por lo tanto el superyo y la garantía del hombre con ese superyo. En la primera tópica, Freud todavía no toca eso, sino que lo hace hasta la segunda tópica. Y Lacan va a introducir la cuestión del gran otro leyendo a Freud en la segunda tópica con la cuestión del concepto del superyo, en donde va a introducir la instancia psíquica que serían los tres registros, el imaginario, el simbólico y el real. Él, Manuel, va a mencionar a un psicoanalista que se llama André Green. André Green en su momento era lacaniano y después se hizo un enemigo de Lacan, pero en su momento él decía que no había diferencia entre el superyo y lo que llamamos el gran otro.
No obstante, para Emmanuel dice que él sí encuentra una diferencia y que precisamente la noción de la diferencia entre el superyo y el gran otro, para Emmanuel, sería la cuestión de la garantía, porque es el hombre el que va a buscar la garantía en el gran otro. Entonces, lo que dice Emmanuel es que Lacan aporta algo que es difícil, porque cuando intentamos leer de Freud a Lacan, de alguna manera vamos del superyo al gran otro. Y hay una imagen que puede ser clara o no, pero lo que sí es cierto es que va a haber algo entre Dios y el hombre, y algo entre el hombre y Dios. Y la pregunta que surge es, ¿quién es el creador de quién? ¿Dios crea al hombre o el hombre es el que ha creado a Dios? En ese sentido es lo que hablamos de Dios es inconsciente. También, como lo pueden ustedes ver, lo mencionó en el texto con lo de la inteligencia artificial. ¿Quién creó la inteligencia artificial? Entonces, Emmanuel lo que dice es que el sexo va a tener algo del orden de esta pregunta, porque para que exista la sexualidad siempre va a haber un significante que es el significante de la culpabilidad. Este significante de la culpabilidad es lo que da la creación de la sexualidad. No hay sexualidad sin el elemento de culpabilidad. Y va a ser la relación entre Dios y esto va a ser antes que la misma sexualidad. Por eso en el campo inconsciente lo que el sujeto busca es constantemente la garantía en el gran otro. Bueno, hasta allí no sé si alguien quiere aumentar algún comentario, preguntar algo más. O sigue Emmanuel. ¿Tú vas a continuar, Emmanuel? Bah, l'essentiel, c'est ça, c'est-à-dire que dans l'instance du grand autre, ce qui devient clair, c'est que la culpabilité est le tout premier élément de la sexualité. Comment dire, c'est l'élément que quand il n'existe pas, il s'agit d'une sexualité trouée, si je pourrais le dire comme ça. Voilà. C'est là où Lacan, c'est ça qui a poussé Lacan de parler de la notion de la jouissance et de faire toute la topologie de la jouissance. C'est-à-dire là où la culpabilité de son absence laisse un trou dans la sexualité, c'est la jouissance du grand autre qui prend l'ordre. Qui prend quoi? L'ordre. L'ordre. Oui, l'ordre. J'étais en train de dire qu'on a voulu réfléchir à propos du titre du prochain livre après Pulsion. Et il y a donc beaucoup de lectures à propos de la jouissance. Mais on n'a pas beaucoup à propos de la jouissance féminine. On avait pensé ça comme titre du prochain livre, la jouissance féminine. Alors, dans ce que tu dis sur l'absence de trou, et il y a là la jouissance, là on l'absence de la culpabilité. Hein? Oui, parce que la culpabilité va être les premières choses pour la sexualité. Oui, et quand il n'y a pas de culpabilité, ça laisse un trou. L'absence et ces trous, on peut les ressembler au trou du féminin. Oui, oui. Ok, entonces lo que dice Emmanuel es que lo esencial en la garantía del otro es que está claro que el primer elemento para la sexualidad aparezca es
como hemos dicho, a la culpabilidad. Y entonces va a haber algo del orden del goce a nivel de la topología lacaniana, porque cuando hay culpa, lo que surge es la sexualidad, pero cuando no hay culpa, lo que surge es la ausencia y por lo tanto el agujero. Pero podemos decir que ese agujero nos remite también al agujero del goce femenino. Un agujero del goce femenino del no todo. Del no todo. Paola a dit que c'est le trou de la jouissance féminine de n'est pas toute. Bien. Mais j'ai envie de dire que même pas Dieu n'est pas tout. C'est ça l'essentiel de mon article, si tu veux. C'est-à-dire que même Dieu n'est pas tout. Eso. Dice Manuel que con esto que dice Paola, lo que podemos anexar es que incluso Dios no es tampoco todo. Gracias. Maintenant, je veux te demander une question à propos de Jolie conte de l'arachné, parce que je trouve que dans cette histoire, il s'agit de la jalousie, terrible jalousie de la diosa Athénée. Et moi, j'ai pensé à la mère Ravache. Oui. J'ai pensé à la mère, ces mères qu'elle a dans la clinique analytique de plusieurs analysantes, qui est la mère, les cocodrilos avec la bouche ouverte, cette mère Ravache terrible, c'est Athénée, parce qu'Athénée ne veut pas être dépassée, ne veut pas qu'on la gagne. Alors il y a la jalousie à la fille, il y a la jalousie de la fille qui est plus jolie, qui est plus puissante, qui est plus... il y a les succès. Alors la mère est jalouse. C'est comme les contes des enfants avec la mère qui va tuer. Je trouve Athénée cette mère cruelle qui va tuer la femme parce que la femme a gagné. C'est terrible. Et puis, il y a l'arachné qui devient ça, devient une arachné, que c'est vraiment un être horrible. C'est le punissement. Donc, je pensais à tous les punissements de beaucoup de filles, de beaucoup de sujets qui se mettent dans un surmoi très obscène, très terrible, les surmois lacaniens, qui est obscène, qui est cruel, et qui est à partir de que la mère n'était plus. Tisser toute la vie, c'est quoi? Comment? Tisser toute sa vie, c'est la punition. Hein? Tu vas tisser toute ta vie, comme une araignée. Alors, nous, psychanalystes, on pourrait dire tisser quoi? Tisser la jouissance. Mais c'est ça, la jouissance des mères, c'est de elles, les toutes. Et si la otra femme gagne, alors elle ne peut pas soporter. Te decía yo, Emanuel, que a mí me parece precioso el cuentito este de la araña, porque a mí me ha llevado totalmente directa a la madre Estrago. Entonces tenemos la Atenea, que es esta diosa todopoderosa. Bueno, pues imagínense la diosa,
Entonces de pronto llega esta pobre mujer, Aracné, que ella teje muy bien, mortal, una mortal cualquiera, y entonces resulta de que le gana. Entonces Atenea, en ese lugar de madre estrago, yo pensaba en la clínica, todos los pacientes que vienen de pronto a contarte de estas madres estrago, que sobre todo cuando son pacientes mujeres, que no soportan a su hija, que viene más bonita, que está más exitosa, que está más empoderada, y estas madres, sobre todo las de la escuela de antes, que no pudieron estudiar, que tuvieron que conformarse con un marido maltratador, ya saben, este discurso de las mujeres, digamos hoy en día, de 70 años, 80, 90 años, y que han vivido unas vidas diferentes a las muchachas de ahora, con el movimiento feminista, que pueden salir un poquito más de ese lugar patriarcal, de machismo, de todas estas cosas, que no está todo resuelto, pero que va un poco mejor, y entonces estas madres celosas, crueles. Entonces yo veía a Atenea en ese sitio, ¿no? ¿Cómo te vas a ganar a mí? Y entonces viene el castigo, y el castigo enorme de la diosa. Te permito que vivas, pero ¿cómo? Como un bicho horroroso, la araña, condenada a tejer arañas el resto de tu vida. Un bicho. Es como tremendo. Si nosotros hacemos esto a nivel de metáfora, en lo que ocurre en la vida de los sujetos, en la vida real, en nuestros pacientes, en la clínica analítica, con estas madres, con esos mandatos, estas madres que no pueden soportar que les ganen, que su hija le gane. Entonces, que la hija tenga un mejor marido, que la hija tenga un mejor trabajo, que la hija se las arregle para vivir mejor, y que le vaya mejor. Y estos celos tremendos. Entonces yo lo veo más como el mandato psíquico de la madre, y que de alguna manera trae como consecuencia que la hija se enferme, no logre sostenerse en un lugar de éxito o de belleza o de superioridad a la madre. Lo veo un poco como cuando decía Freud, estando este lugar en donde él sube y su padre quería ir allí, y nunca pudo, y Freud va y se marea. Y entonces nos dice, claro, no puedo sostener el lugar de estar superando al padre. Pues eso veo yo un poco en los pacientes en la clínica, no poder superar a la madre. Entonces la chica que llegó al lugar, al puesto de trabajo que quería, o tiene una pareja que es bueno con ella, o tiene algo exitoso, y no se puede sostener ahí, porque le está ganando a la madre. Entonces se lo carga, se lo echa a perder. Athéna est la déesse du savoir. Hein. C'est important ça. ¿Cómo? ¿Qué es que tú has dicho? Athéna est la déesse du savoir. C'est-à-dire, on dit le savoir de l'inconscient, hein? Mais on le sait, on le connaît très bien. C'est-à-dire que le savoir peut être aussi un lieu des grands phronos, des grands N. Donc, ce n'est pas un hasard qu'Athéna était la déesse du savoir. Dice Manuel que recordemos que Atenea es la diosa del saber, y que no es ninguna casualidad que hay algo del saber, del odio, y que no es casualidad que ella precisamente pueda tener ese saber. Adelante, querido Facundo. Hola, ¿cómo están?
Sí, me queda en realidad si hay alguna relación eso de que decían que no es que Dios ha muerto, sino que Dios es inconsciente, que dice Lacan, ¿no? Y me quedo pensando en esta relación entre madre e hija, donde sabemos quién es el creador, ¿no? Tenemos madre, creador, hija, producto, vamos a ponerle, por decirlo de alguna forma. Eh, pues se puede decir que a partir de ser madre hay un, una parte que se vuelve de alguna forma inconsciente y es eso lo que actúa en forma de Atenea, por así decirlo. O sea, ¿qué tan consciente es ese proceso de ser una Atenea o de impartir un castigo? Oui. Dice Facundo a dit qu'il il est en train de réfléchir cette question de Dieu est inconscient depuis Lacan et cette question de la mère et la fille. Alors, en réfléchissant si la mère est la créatrice, la fille est le produit et est celle qui est créée par la mère. Alors, de ce point de vue, il veut demander s'il y a une partie de la mère qui est inconscient et que cette partie sera la qui va agir d'une façon consciente dans le processus, par exemple, de la punition dans la métaphore d'Athénéa. Parce qu'Athénéa a fait une punition à Arachné. Alors, la question qui se pose est si d'où sort cette punition? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi Athénéa a cette folie de rage? Alors, je vais prendre l'image que tu as donnée de Lacan par rapport à la mère crocodile. Alors, l'image, c'est que la mère inconsciente, c'est la bouche ouverte du crocodile. Et les signifiants phalliques via lesquels cette mère inconsciente s'organise, c'est le petit bois qui garde ouvert la bouche de la mère, c'est-à-dire le phallus, l'enfant phallus. Alors, c'est vrai que quand une mère a 9 mois dans son ventre un enfant, enfin, une substance qui devient un enfant, ces 9 mois font jouir le sujet mère de très différentes manières. Et le moment de l'accouchement, il y a toute une jouissance inconsciente qui va, comment dire, qui va marcher, qui va s'établir vers un signifiant phallique, qui est quoi? L'objet accouché. Et ça, réellement, concerne l'enfant né, mais symboliquement, concerne c'est que, par exemple, tout le tissage que la jeune Arachné faisait. C'est-à-dire que si on prend le rapport Athéna avec l'araignée, Arachné, pourquoi Athéna se tape cette envie de tout gâcher, c'est-à-dire de prendre morceau par morceau et détruire l'objet que la jeune Arachné a créé. C'est ce moment de jouissance, de jouir de sa partie inconsciente, c'est-à-dire Athéna, mère, jouit de sa partie inconsciente en tant que mère et détruit, ne supporte pas l'objet de la jeune Arachné. C'est pareil avec une mère et son enfant, et surtout avec sa fille, puisque la fille d'une mère est celle qui va aussi créer, c'est-à-dire la créature de la créature de la créature. C'est-à-dire que
il y a la naissance de la naissance de la naissance. Et là, dans cette chaîne, il y a des points inconscients. C'est ça alors pour moi la mère comme partie inconsciente. C'est-à-dire que la mère inconsciente, c'est là où dans une chaîne, c'est comment dit Lacan, les points de capitaux. Donc, on a une chaîne avec des signifiants, et il y a des points de capitaux qui tissent ces signifiants. Et bien pour moi, ce qui tisse, c'est-à-dire le point de capitaux, c'est quoi? C'est le signifiant phallique, c'est-à-dire l'enfant, qui tisse ces signifiants. Mais sinon, dans le cric de la chaîne, là, il y a des trous. Et là, il y a de l'inconscient, c'est-à-dire la partie inconsciente de la mère concerne cet grand morceau de chaîne. Mais l'enfant phallus concerne le tissage comme point de capitaux. Voilà. Donc, voy a traducir hasta aquí. oui. Dice Manuel que podemos un poco intentar responder a Facundo en relación a la imagen que va a dar Lacan de la madre inconsciente del cocodrilo. Entonces vemos la boca del cocodrilo y vamos a ver que la boca es un significante y vamos a tener un significante fálico que va a impedir que la boca de cocodrilo se cierre. Y ese significante fálico en la metáfora es el palito que impide que la boca del cocodrilo se cierre, pero en realidad desde nuestra teoría psicoanalítica es el falo. Entonces tenemos que introducir para responder la pregunta de Facundo sobre la madre inconsciente, sobre la parte inconsciente de esa madre que castiga, tenemos que introducir el significante falo, porque lo que tenemos es que el niño es una sustancia fálica que hace gozar a la madre. Y cada madre va a gozar de diferente manera. Por ejemplo, en el parto. El parto va a tener un gozo inconsciente. Y esto va a hacer que se establezca un significante fálico que va a tener relación con el objeto parido. En ese caso, el niño. Pero cada niño que se va a parir es diferente en cada historia de la madre. Y entonces el goce va a ser diferente también en cada madre y en relación al objeto que es parido por la madre. Entonces, en el sujeto aracné, lo que tenemos es que Atenea lo que ha hecho, si se fijan bien, es destruir el objeto de aracné. Eso es lo que ha hecho. La araña ha producido una tela magnífica y Atenea, que sería la madre, ha gozado destruyéndola, porque no ha podido soportar que el objeto que ella, madre, ha parido, que es la hija, produzca este objeto tan hermoso, porque se está jugando la creación. Entonces dice que en ese sentido, la madre con la hija mujer tiene una relación compleja, porque la hija es la que va a tener esa posibilidad de la creación, diremos la creación de la criatura y criatura, de crear. Entonces, eso es lo que se juega a nivel del inconsciente de la madre. Y lo ve como si fuera la cadena significante, que vemos que está la cadena, y después viene lo que llamamos un punto de capitón. Y el punto de capitón sería lo fálico. Y luego vuelve a estar la cadena y otro punto de capitón. Y en ese sentido tenemos el agujero, que es lo que tiene que ver con la parte inconsciente.
moi, j'ai une question à élaborer, comment dire, c'est-à-dire, si on jouit plus de la logique, Attends un petit peu, je vais pour le papier. Attends. Je suis prête. Allez-y. Alors, la question, que je pose à nous tous, c'est oui, le sujet jouit plus de sa logique ou de son excitation? ou de son, Excitation, les sujets jouit plus de sa logique oui, ou de son de son excitation. excitation. Voilà. Et en pensant la logique comme quoi? La logique de son structure La logique de la structure, la logique du fantasme, la logique du fantôme. o l'excitation que l'objet peut lui donner. Oui, Ok. Dice Manuel que él tiene una pregunta para que pensemos todos nosotros. ¿El sujeto goza más de su lógica o de su excitación? Su lógica en el sentido de la lógica estructural. Entonces, ¿el sujeto goza más de la lógica de su fantasma o de la excitación? Ce que je pense qu'il y a dans cette formule lacanienne où il y a les sujets d'un côté et puis l'objet petit a de l'autre côté, on a là les fantasmes. Alors, je me souviens que dans un cartel qu'on avait à Paris, avec, je ne sais pas si tu as connu ce monsieur qui s'appelle, comment il s'appelait, cet analyste, Mark Strauss. Ah, Mark Strauss, oui, oui, du Oui. champ lacanien, oui, oui, je Tu connais. connais? Oui. J'ai beaucoup aimé à l'époque. Alors, il a fait un séminaire où il y avait quelque chose comme du cartel de paz. Entonces, como la passée du cartel. Et c'était comme la passée de la fin de l'analyse. Alors, il y avait la question de que plusieurs analystes, au moment où ils ont fini l'analyse, il y avait donc une façon différente de jouir. Parce que comme le parcours analytique a changé, le fantasme a changé la façon de te positionner dans le fantasme et dans l'objet petit a à propos de la logique structurale, alors ça va changer la position et alors c'est pour ça que je pense à ta question, c'est la question qui posait Mark Strauss dans ce moment-là. La question c'est qu'est-ce qui se passe avec la fin de l'analyse? De quoi on va jouir? Parce que tout est changé. Alors, maintenant, quoi? Il n'y a plus la logique structurelle. Maintenant, il y a une autre chose. Mais c'est vrai que les gens continuent à avoir d'excitation. Les gens continuent à avoir du sexe. Les gens continuent à avoir du désir sexuel et de désir en général. Donc, je pensais à ça là que tu as posé cette question-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui on peut lier à la fin de l'analyse et à la question de quoi on jouit. Mhm. Non? Par exemple, Freud, après 40 ans, il dit qu'il est arrêté de faire l'amour. Qui? Il a arrêté de faire l'amour. Qui? Freud. Freud lui-même, après 40 ans, Paul Laurent? non, Paul Laurent, pas du tout. Freud.
C'est Freud. qui que tu parles? Sigmund Freud. Ah, Freud. Freud. Oui, Freud. Il est Après arrêté. 40 ans, oui, mais on sait qu'il était aussi un peu impuissant, n'est-ce pas? Oui, mais l'impuissant cherche à trouver des moments excités. Lui, il ne s'excitait que du savoir, que Oui. de rire et de lire. Caput. Oui, on dit jouir, pas du sexe, jouir d'écrire ou jouir de l'intellectuel. Jouir du phallus, du savoir, quoi. Voilà, c'est tout. C'est des questions intéressantes, c'est-à-dire que quelle place d'un analyste, Freud lui-même, qui ne jouit pas de son sexe? Ok, je vais traduire. Oui. La pregunta que hace Emmanuel es, ¿el sujeto goza más de la lógica estructural o de la excitación? Entonces, al escuchar esta frase, esta pregunta de Emmanuel, yo me acordé que conocí un analista muy importante y con el que yo tuve una transferencia de trabajo también muy importante en su momento, que se llama Marc Strauss. Marc Strauss es psicoanalista en París y había en ese momento un grupo de personas que estudiábamos con él alrededor de lo que llamamos lo que sería el final del análisis y lo que en ese momento se estaba poniendo como lo que es el pase del final del análisis. Entonces, muchos analizantes que se encontraban en el final de sus análisis hablaban de que había un cambio en su manera de gozar la sexualidad, que al final del análisis ya no se gozaba igual y ya no se excitaban igual que antes de las mismas cosas, porque el recorrido analítico va a tener un cambio en el fantasma. Entonces esto va a producir un cambio en los objetos que te producen excitación y en la excitación sexual misma. Entonces la pregunta era, ¿quiere esto decir que terminar el análisis significa que ya no vamos a tener deseo sexual? ¿Significa que ya no va a haber excitación? Porque lo que plantea Emmanuel es lo de la lógica estructural y la excitación. En otras palabras, ¿de qué se excita un sujeto que ha terminado análisis? ¿Qué lo excita? ¿Qué le hace gozar? Y entonces Emmanuel recordaba que Freud mismo comentó que tenía 40 años sin tener deseo sexual. Ya no tenía deseo sexual. Su deseo era intelectual. Se ponía más del lado del saber, un deseo de saber, que también produce una excitación y produce un deseo a nivel sexual, pero de saber. Entonces, je pensé aussi à cette question de la érotique du pouvoir. Tu vois, il y a l'érotique du pouvoir, il y a l'érotique de l'argent, il y a l'érotique du savoir. Je pense qu'il y a cette transformation. Mais de toute façon, je pense que ça n'exclut pas la sexualité. Heureusement, oui, c'est de la sexualité. Oui, heureusement. Le digo entonces, Emmanuel, que es lo que hablamos a veces de la erótica del poder. Ven que la erótica del poder es esto que muchos sujetos lo que les interesa es el poder. Entonces le llamamos la erótica del poder. La erótica del dinero, la erótica del saber. Y yo le digo a Emmanuel que en un final de análisis la erótica precisamente va a ir hacia alguno de estos lugares. En el caso de los psicoanalistas está muy vinculado
precisamente a la erótica del saber, porque además del saber, del análisis propio, es el poder llevar a otros sujetos a encontrar el saber del análisis de sus historias. Entonces, fíjense cómo estamos en la erótica del saber, pero yo le decía que felizmente eso no excluye la sexualidad. Es decir, se puede tener una erótica del saber y también seguir teniendo sexo. No fue el caso de Freud, pero Emmanuel me dice que sí, que felizmente. C'est une autre question, c'est si l'exclusion, c'est-à-dire Athéna punit Arachné en la faisant exclure de l'humain et en la faisant animal, araignée. Donc, là aussi, il faut penser en termes de jouissance, c'est-à-dire la jouissance de s'exclure de l'homme à l'animal. Et ça, je pense que c'est la grande phobie face à l'intelligence artificielle. On entend très souvent que l'intelligence artificielle va exclure l'humain. Hein? On est face à ça. Hein? C'est-à-dire, c'est un mythe qui est très d'aujourd'hui par rapport aux questions que pose l'intelligence artificielle. Manuel dice que en ese sentido tenemos, por ejemplo, la exclusión de Atenea en relación a Aracné, porque la va a excluir del humano, convirtiéndola en animal, la araña. Y en ese sentido está el goce de la exclusión, convertir al hombre en animal, y es lo que él piensa que ocurre con lo que llamamos la fobia a la inteligencia artificial, porque es como si se va a excluir al humano por la máquina. Bueno, pues a nivel de cerrar el evento, si quieres, Facundo, comentar alguna cosa que te venga a la mente para cerrar la conferencia magnífica de Manuel. La verdad es que, sinceramente, conferencia que tendría que durar 2 horas más. Yo me voy con un montón de pendientes, mucha lectura pendiente, la verdad. Muchísimas gracias, Manuel, por dar esta conferencia, por acompañarnos, siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por el labor tuyo, Cristina, sabemos que es titánico y todos lo reconocemos y no nos vamos a cansar de decirlo. Gracias por darnos esta oportunidad y gracias a todos los que se quedan acá escuchando y participando. Así que bueno, súper contento en los eventos de los sábados que puedo estar, era para aprovecharlo. Muchas gracias a ambos. Facundo a dit que pour lui, il pourra être là 2 heures encore parce qu'il y a plein de lectures à faire, plein de choses à réfléchir. Et il te remercie beaucoup. Il remercie aussi le travail de traducción et que tu es là. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa para cerrar el evento? À toi alors, Emmanuel. Bon, je te remercie personnellement pour la traduction, que je sais qui est toujours difficile, mais tu l'as fait si bien que je ne peux pas résister. Et, je remercie tout le monde qui était là et comment dire, je trouve important qu'on se pose comme ça des questions, puisque c'est un vrai travail, c'est ça le vrai cartel, comme on dit, c'est-à-dire se poser des questions et après on va chercher à lire, à comprendre. C'est éternel ce travail. Oui. Et on est là parce qu'on est dans l'érotique du savoir. Ah oui, oui, c'est ça.
C'est ça. Donc, je trouve important de dire ça. Et bon, on te remercie, cher Bon, Emmanuel. merci Le beaucoup. texte est magnifique. Le livre t'attend ici, à Toledo, à décembre. À décembre. Et on aura aussi Pulsion, donc on va avoir 2 livres pour toi. Et on sera très ravis de pouvoir partager toutes ces lectures et de pouvoir continuer à apprendre de toi, parce qu'on apprend beaucoup. Et en plus, pour moi, a été toujours très important de pouvoir faire cette question du grec. Vous voyez, je pense que vous, les Grecs, ont cette opportunité, à mon avis, magnifique, d'avoir la langue qui est le grec et qui peut établir les concepts depuis la langue grecque, de tout ça qu'on essaie de savoir. Et vous savez, un savoir encore plus riche, je trouve, pour la langue que vous savez. La langue fait jouir, ça c'est sûr. Maintenant, la langue grecque fait jouir de la mythologie, c'est-à-dire chaque sujet grec est aussi un être mythologique, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est une identification imaginaire avec le mythe. On est trop dans le mythe, voilà. Le digo a Emmanuel que yo siempre he sentido mucho placer de trabajar con griegos, porque nosotros estamos constantemente hablando, viene del griego tal, y entonces tenemos como que aprendernos que viene del griego no sé qué, y en cambio ellos pues ya con su lengua ya lo tienen ganado y ya está allí, y como que deben de escuchar las cosas desde un lugar más cercano, porque no tienen que aprenderlo, ni decir, me tengo que aprender del griego tal cosa, porque ellos ya lo tienen ahí y es con lo que hablan. Y me dice que sí, que efectivamente uno goza del lenguaje, pero que del griego, además, hay algo como del orden de que cada griego fuera como un ser ontológico, en el sentido de que como ellos tienen sus mitos, entonces cada vez que hablas, pues estás creando un mito que viene de tal mitología, de tal cosa que saben. Entonces es como muy empapado en todo esto que tiene que ver con la mitología. Y es un goce muy importante, yo creo, el que tienen los griegos en ese sentido con su lengua. Así que bueno, pues ha sido un gran placer contar con la presencia de todos vosotros. Agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Muchísimas gracias, Emmanuel. Nos vemos muy pronto. Gracias de todo corazón. Y hasta la próxima. Y merci à tous. Merci, cher Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Merci bien.